s'y parler, et puis du coup, après, ça se reproduit à l'infini. C'est-à-dire que RegTech, SoupTech, ça c'est un terme très à la mode du point de vue du régulateur. Comment utiliser la technologie du point de vue du régulateur. Ça c'est SoupTech, et RegTech, tous les instruments au service de la surveillance du point de vue des assujettis. Et puis après, encore une fois, les WealthTech, AgriTech, c'est sans fin. J'ai voulu situer FinTech dans l'ensemble de cette monstruosité anglo-saxonne, de ce diminutif de l'utilisation de la technologie au service de quelque chose. Et ce mot, il apparaît pour la première fois dans un rapport du département fédéral des finances du 1er février 2017. Et là, on vous montre ce que c'est aperçu du secteur FinTech en Suisse. Donc déjà, le département fédéral des finances ne prend pas de risque parce qu'il sait que ça peut être plus vaste que ça. Et on va voir que ça a changé. Du coup, ça c'est un petit peu agrandi. Mais on distinguait en tout cas à l'époque le financement participatif, l'accès aux fonds de personnes privées sans passer par des tiers, ou passer par des tiers mais qui sont juste des commissionnaires, qui font de la commission entre deux, les opérations de paiement en direct ou via le business, les applications évidemment basées sur la blockchain, le robo-advice, l'utilisation de la technologie au service de la finance. Vous savez que WealthTech ne devrait pas exister parce que c'est compris dans l'appellation FinTech, et l'analyse des données, pour autant qu'elles servent à rendre plus efficient les marchés financiers. Puis ça évolue un petit peu, on a un institut de finances lucernois qui a rendu ce document au début d'année, et on voit qu'il rajoute la banking infrastructure. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas pensé, on tombe en fait dans le RegTech, quelque part, l'utilisation de la technologie au service de l'infrastructure bancaire. Et donc, si maintenant on observe l'aperçu du secteur, c'est pas un joke, mais c'est pour vous montrer que vous n'avez plus rien à dire, parce que ça se développe très vite. Je ne veux pas dire que c'est des entreprises qui sont rentables, je suis bien placé pour le savoir en donnant des services à ce niveau-là. Il y a beaucoup de FinTech, d'entreprises actives dans ces domaines qui ont eu du financement, qui brûlent leur cash. Extrêmement compliqué d'arriver à monétiser. Là, il faudrait prendre un acteur de la branche mieux. Mais là, on voit les différentes répartitions de ces entreprises actives en Suisse dans le domaine de la FinTech. Ça, c'est une imagerie Swisscom qui, en tout cas, ont décidé de faire cet aperçu. Les dates clés, alors là, il y a de quoi faire. La première fois qu'on entend parler de technologie au service de la finance, c'est via les monnaies virtuelles. On parle de monnaie virtuelle, bien adjectif, on peut en parler, discourir à ce propos. Je n'aime pas, mais c'est utilisé par la Banque nationale. C'est la première fois qu'on entend parler de crypto-monnaie, de blockchain. Ensuite, il y a ce rapport 3 ans plus tard qu'on vient de voir, qui a préparé le terrain de la sandbox et l'allègement de la licence bancaire. Ensuite, on a les premières mesures d'enforcement de la FINMA. Alors, il y a une mesure d'enforcement sur ce qui était effectivement potentiellement un schéma de Ponzi. J'entends beaucoup souvent parler de schéma de Ponzi. Non, les FinTech, la blockchain, ce n'est pas les schémas de Ponzi. On a un gros souci d'information du public, d'enseignement du public, soit du point de vue de l'autorité, soit du point de vue des acteurs des marchés financiers. Il y a un désintérêt du public que j'écrivais dans les lignes d'un journal très connu, c'est que le public ne voit pas en quoi ça change sa vie pour l'instant, la blockchain, par exemple, pour ne parler que de la blockchain. Et là, on a eu un avis de la FINMA en 2017, une clarification ICO qui nous a servi à rien du tout, parce que la FINMA nous disait vous devez respecter le droit, mais on ne savait pas, c'était une chance pour nous les avocats, mais la FINMA ne prenait aucun risque. Et puis en 2018, on a créé une task force, donc la FINMA délègue quelque part, donc où les acteurs incontournables de l'État suisse se concertent en réalisant qu'en fait il y a une portée internationale. On ne peut pas maîtriser ces choses-là, ces technologies-là, cette décentralisation sur du point de vue national ou territorial. Et c'est pour ça que c'est assez logique que ce soit le SFI qui soit chargé de créer un groupe de travail. Le guide pratique, le fameux guide pratique, et la FINMA, j'ai reçu une chose, c'est que, je vais le souligner en vous là, c'est que c'est là qu'on rentre dans une qualification du point de vue du régulateur en droit civil, ce qui n'est pas du tout habituel, et on devrait considérer les jetons, les tokens comme des droits-valeurs. Et là, si vous voulez plus de détails, pour les non-juristes, je serai à votre disposition. Donc là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça rentre dans notre ordre juridique? La roundtable de la FINMA pour expliquer de quoi il s'agit. Et là, on a un message très important de la Blockchain Task Force à notre conseil fédéral responsable à l'époque sur ces sujets-là, Jörg Schneiderman, qui nous dit qu'il faudrait modifier le CO. La LBA, il n'y a pas besoin de la modifier. Et surtout, on a un manque en termes de formation de la place financière et on a un manque en termes d'information des autorités. Du coup, qu'est-ce qui se passe suite à cette Blockchain Task Force? Oui, il y a encore le rapport RegTech. Là où on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va utiliser la technologie au service, soit du point de vue des administrés, des assujettis, pour augmenter la qualité du service, pour l'efficience, ou soit du point de vue SoupTech, comme on l'a dit tout à l'heure, du régulateur. Et on va arriver à ce que je voulais vous montrer par rapport
le guide de l'ASB qui va être condamné à changer parce que les blockchains changent. Ça, je vous passe aussi. Voilà, la CMTA, c'est une association privée qui a commencé à dire comment est-ce qu'il faut faire pour tokeniser quelque chose et qui essaie de créer des standards avec la place financière suisse. C'est surtout une sorte de fierté romande par rapport à un marché qui est extrêmement dominé outre sa rime. Ensuite, on arrive à ce que je voulais vous montrer enfin, guide pratique pour l'autorisation 1B de cette fameuse autorisation FinTech, fin de l'année, et surtout voilà, le gros rapport du Conseil fédéral, base juridique pour la distributeur de job technologie, qui après va être francisé dans un rapport qui va juste suivre en masse technologie de registre électronique distribué. On a emprunté ça à la France. Et dans ce rapport qui fait 162 pages, vous avez vraiment une vue complète du Conseil fédéral sur comment la technologie des registres distribués va impacter l'énergie financière. C'est un travail absolument colossal. Si vous lisez ça, vous saurez tout. C'est pas forcément facile à lire, mais vous avez tout là-dedans. L'entrée en vigueur de la fameuse licence FinTech au 1er janvier de cette année, le rapport explicatif sur l'avant-projet de loi pour modifier le droit civil, principalement sur la technologie de registre distribué. On va qualifier un jeton, un token, c'est quoi? Suivant les droits qui y sont attachés, ça va être qualifié d'obligation, d'action, et ce sera toujours la représentation d'un produit financier, ce ne sera jamais le produit financier lui-même. Et le guide cloud de l'ASB, parce que en fait, maintenant, l'association suisse banquier s'intéresse à savoir comment on protège aussi les données. Il est un petit peu en marge de la FinTech, mais si c'est des données bancaires, et ça l'est effectivement, comment est-ce qu'on augmente la sécurité à travers le cloud, ça rentre dans le sujet de la FinTech, le sujet de l'autre. Alors voilà, c'est un petit graphique pour montrer un peu les détails entre la sandbox, la licence FinTech et la licence bancaire. C'est soit on a une qualification d'acceptation de dépôt du public, donc on est tributaire de l'argent de quelqu'un d'autre, et puis on a été chercher cet argent chez quelqu'un d'autre, on l'a laissé venir, on a fait une publicité par rapport à ça. Et ensuite, il y a deux critères. Soit on effectue ça à titre professionnel, soit on a des exceptions. Par exemple, les banques, ces fonds sont garantis par une banque, alors on a une exception, qui sont prévues, ces exceptions sont prévues dans l'ordonnance sur les banques. On va le voir si on aura le temps pour les cas pratiques. Si on accepte cet argent pour une période maximum de 60 jours, si on ne donne pas d'intérêt créancier, respectivement si on ne facture pas d'intérêt dessus, on peut tomber, alors je ne veux pas vous faire toutes les exceptions maintenant, toutes les conditions, mais on peut tomber dans ce qu'on appelle la sandbox. Sandbox, comme son nom l'indique, c'est un petit terrain de jeu pour s'amuser sous une responsabilité qui reste une responsabilité contractuelle. La FINMA vous observe et vous dit que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez même pas besoin de lui demander d'ailleurs son avis si vous pensez que vous n'avez pas besoin, que vous êtes conseillé par un avocat. Et on ne peut pas dépasser 1 million de francs, on ne devrait pas accepter normalement sur une durée assez longue plus de 20 millions. Et puis il y a toute une série d'autres trigger points de la réglementation qui fait que vous tombez rapidement dans la licence FinTech. Après de tomber dans la licence bancaire, là c'est vraiment, si vous dépassez l'acceptation de plus de 100 millions de francs, vous tombez immanquablement dans la licence bancaire. Si vous appelez, vous acceptez plus que 20 dépôts dans une durée suffisamment longue ou moins, il y a aussi des exceptions par rapport, donc il ne faut pas rester accroché au caractère de 20 dépôts. Et puis ce qui a changé le 1er avril, c'est que si vous ne faites pas d'opération d'intérêt dans les fonds que vous avez sur la sandbox, alors vous pouvez aussi utiliser cet argent à des fonds totalement privés. À l'époque, on disait que ces sandbox, elles servent aux entreprises à se financer, puis on voit que si quelqu'un arrive à convaincre des gens de s'acheter une voiture de luxe, une maison de luxe, il peut rentrer dans la sandbox. Alors qu'avant, en termes de compétences, de raisons pour laquelle il faisait cela, il ne pouvait pas. Donc, pour se focaliser sur la licence FinTech, entrée en vigueur au 1er janvier de l'année, article 1B de la loi sur les banques, personne ne change d'article 1B de la loi sur les banques. Donc on ne devrait pas dépasser 100 millions de francs, il faudra toujours avoir 3% des dépôts consentis et au minimum 300 000 francs, c'est de conditions qui seront cumulatives et qui sont à concevoir en même temps. Il ne faut pas donner d'intérêt créancier, respectivement, pas utiliser l'argent pour octroyer du crédit, ce qui est le métier bancaire. C'est la concordance des échéances entre l'acceptation d'un dépôt, la rémunération par l'intérêt créancier du dépôt et l'octroi d'un crédit avec la charge d'un intérêt débiteur. C'est cette différence qui est le métier premier de la banque, pas le private banking, les choses toutes, c'est venu après. Vous devez séparer ces dépôts de vos propres fonds propres, vous devez informer toutes les conditions. C'est un peu plus vite, comme ça on aura le temps de trouver d'autres choses. Et puis la forme est une forme juridique d'une personne morale. Il y a des conditions pour la compliance, la gestion. Si vous dépassez les 100 millions, vous avez 10 jours pour l'annoncer à la FINMA, de manière obligatoire, et vous devez demander une licence de personne au sens de l'article 1B
en l'occurrence de l'article 1A, donc le vrai licence bancaire dans les non-jours. La FINMA est aussi compétente pour quelque chose que vous avez fait, qui est interdit par la loi, alors même que vous ne l'avez pas fait. Enfin, vous n'avez pas été à bout de votre exercice. La FINMA a les dispositions pénales, je fais 50 000 francs d'annonce, etc. C'est déjà fini ou... De toute façon, vous savez qu'on n'a pas le temps pour les cas pratiques, mais du coup, je vais sauter les cas pratiques et puis je vais vous montrer ce qui est venu en termes technologiques. Alors, on est un petit peu en marge, FinTech, Regulation, mais je vais vous montrer ce qui va challenger les autorités en matière de régulation, climat ou autres à l'avenir. C'est que on a des évolutions technologiques dans le domaine de la blockchain. Je vais parler d'un sujet que je connais bien, parce que je ne vais pas vous parler ici, si vous posez une question piège sur la régulation des robots de bail, etc., on va tomber dans des appareils de propagation de fortune. Je veux bien discuter, mais comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très, très vaste. Je vais juste montrer ce qui se passe, c'est que par rapport à une blockchain classique, entre guillemets, où on a une historique d'informations qui sont ancrées dans un système de blocs qui nous permet de reconstituer toute la chaîne, on a maintenant des choses qui sont 1 million de fois plus rapides, qu'on appelle les Directed Acyclic Graph, où en fait, pour les schématiser, vous avez une transaction, une information qui arrive sur un téléphone de quelqu'un, vous avez des gens qui sont déjà préacceptés dans ce réseau-là, qu'on appelle des nodes, des nœuds, qui sont eux chargés de conserver tout ce qui se passe, mais tous les autres ne sont pas chargés de conserver tout ce qui se passe, mais vous voyez, c'est public, vous dites « Ah, ça c'est ma transaction, hop, je la sauvegarde, et après elle disparaît. Après elle n'existe plus. Mais il y aura toujours ces 20 personnes ou ces 20 nœuds qui pourront vous reconstituer ce registre. Et ça, pour les gens qui connaissent la lenteur des systèmes de blockchain dits de proof of work, qui consomment énormément d'électricité, énormément d'énergie, ça c'est 1 million de fois plus rapide, et ça peut être fait sur un téléphone portable qui a plus que 5% de batterie. Juste pour vous montrer vers quoi on tend. Mais là, on est vraiment très très en avance sur les marchés, sur la reconnaissance des besoins par les personnes elles-mêmes. Et donc voilà, la décentralisation des intermédiations définitives, c'est ça, c'est ce que disait d'ailleurs Tim Cook tout à l'heure, c'est ce qui nous attend. Et donc, c'est soit on va regarder ça arriver tout seul, soit on va en faire partie. Voilà. Merci. Nous aurons l'occasion d'en parler plus on va dire, sur quelques points pour la discussion panel qui sera une sorte de question-réponse à ce public, ne vous inquiétez pas. J'en profite pour saluer donc sur ce panel nos orateurs. Nous avons M. Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du département du développement économique, et vient d'arriver M. John Locker, qui est le président de la SFTA, donc de la Swiss FinTech Association. Thank you, John, for coming all the way from Zurich. So let me introduce you in a few words because it's your turn. Donc John Locker est président de la SFTA depuis 2014. Donc il vient droit de Zurich. Il a un arrière-plan dans la banque et la finance et il travaille depuis 2016 dans le conseil FinTech. Il est diplômé MBA de l'Université d'Oxford. Et il va nous introduire maintenant cette association donc, qui est mise en avant ce soir, donc la Swiss FinTech Association. Et voilà donc. So John, thank you so much for coming again, and you have about 5 to 10, 15 minutes as you wish to introduce. So as you noticed, we're doing it bilingual tonight. John was speaking English, and we don't have simultaneous translation because that would have been a bit complicated. We would have lost too much time. So we will rather sum up and pick up the main points after each person has spoken. Merci beaucoup. Mon français est très mal, so pardon me for using English. I'm actually from Canada, Toronto, where we were taught French from a young age, but it doesn't always stick. And being the German climate in Zurich for the past 8 years, I've really let my French slide. So I apologize and hope English is okay for everybody today. I won't use this microphone. I'll just stand here and try to keep things interactive. I'm not going to talk so much about regulation because we have fantastic experts here tonight, although I'm happy to answer questions.
and talk from our perspective. I thought I would take this rare opportunity where I get to come over to Geneva and participate in one of the events that Gabriel and the local team organizes to share a bit more insight, because the association has been evolving in the last few years. Especially last year, we had a bit of growing pains and had to go back to our roots and really restructure what we were focused on. Because what we've seen is, and as we've heard tonight, FinTech continues to grow as a subject. There's lots of activity from all different sides, and it's really important for us as the association to continue to deliver value to all stakeholders in a sustainable way. So yeah, I just want to spend a couple minutes running through that. If anybody has questions, or if I'm going too quickly, just raise your hand, and I will try to slow down and make sure I get everything for you. So yeah, you can read all this, and the slides will be available, but the short point is that we're different. We focus on ecosystem. We're not a startup association, a bank association, or something else. We really try to foster the ecosystem overall. And the reason we talk about a FinTech ecosystem rather than a financial center is that we've actually seen that these are something different. There's a lot of overlap in places like London, New York, and Hong Kong, but there's new locations that are FinTech hubs like Silicon Valley and Israel. So we really think that Switzerland, and Geneva in particular, has great potential to be a more active FinTech hub and to really play a leading role in that. I think you see that through wealth management, but also some of the other philanthropic activities that go on through social finance, and we'll continue to see that grow. That doesn't pop up for you. The idea behind the name of the association really speaks to what we think is going on. It's a meeting of two worlds. You have the world of finance and the world of technology, and really in FinTech they're coming together. And what we started to really talk about are the verticals that we represent. And what we really realized was that there was this coming together of two sides, and there's a lot of mixing and overlapping. But essentially, you have about 8 themes in the technology world, and there's different ways of categorizing in finance, but we see these 8 themes really being the anchors for Switzerland. And when you put those two together, you have all these really exciting FinTech solutions that come out of it. I see photos, so I'll pause for a moment. More concretely, what the association does, you see on the right side a lot of the activity. On the left is how we really summarize it. What we're really all about is developing that ecosystem, and that anchors 4 key types of activities, where we connect people, where we promote the ecosystem and those in it. We help to create things that are missing and needed, and we advocate. And I think that's the most relevant for what we're doing today. And if you tie it back to that idea of being representative of all the ecosystem, it's a bit easier for us to advocate rather than lobby. We're really able to get out there with people who are coming from different sides, to understand what their perspectives are, and to actually work in sort of a public-private partnership with government in different ways to help make sure that practical solutions are put forward in a more proactive way from a balanced view. Tonight you're at one of the events. I lost track, but it's well over 100 now that we host across the country. The number of members has sort of ebbed and flowed, but we're about to do a big push onto that, and I'll talk more later. We have great connections, great following through the channels, so it's really become a center of gravity, as I like to call it. And what we put on that center of gravity is a platform so that everybody can benefit from taking that stage. This isn't the best representation of it, but it loosely speaks to how we think about the east-west-south divide of the country. In the west, you have a lot going on with Bern, with Geneva, with Bode as well. The east is much more around Zug, Basel, and Zurich. And occasionally we have some activity in the south, although I have to admit that Lugano is sometimes a little bit less developed, a little bit less active than the rest of the country. But really being a nationwide organization is also really important to us. And the way it works, this is a lot of info, so again, you can look it up afterwards, but what's kind of on the top are the different categories you'll see if you ever go to our website. But the interesting distinction is mainly between the members and subscribers. We only have individual people as members, and that was important to help maintain neutrality and to serve the people that come from all different sides. But with subscribers, coming back to that center of gravity on the platform, we realized that we could really create packages that add value for companies. And we basically tailored it to the size of the company and how much they can use it. But it gives them access to things like promoting their company, posting jobs, hiring talent out of the individuals who are in our community. They can do interviews with us, host and present at events, so it really gives them, as I say, access to that stage at the center of everything. This, I've lost the icons for somehow, but this is sort of a high-level benefit of how all this works together. I'm just going to use some of the buzzwords, you can read it, but we offer access, we create a network, we really develop insights, not share those with everyone. We're really the only group that thinks about how does the ecosystem work and how can we fill gaps, thinking about both sides. We're a great place to promote, we're a great place to get exposure. We also actually make it exclusive. It's not just open for everybody, although we do have ways for anybody to come in and engage with the organization even if they don't totally know the topic yet. But then we do provide that private space for everything else.
And I think last but not least, there's a few of us who are actually interested to help contribute to developing the ecosystem. I see Pavel and a few others, like Gabriel, who's gotten involved in the organization. Whether you're an individual or you're a company, this is a place where you can actually get a return on your input into the community. The more you give, the more we all benefit, and that's something that's really the spirit of what we do. Advocacy. Again, a lot of text here, but the short point is, if you look, there's a collection of a lot of lawyers, but also a lot of other people from different sides of the community who come together in our advocacy committee. They engage with regulators and policymakers. They provide an unbiased perspective from those different sides. They are a point of contact when the regulator asks about, for example, FINMA introduces the new fintech license. We immediately get contacted and usually meet with them and have a discussion. We also provide that expertise to members, so people, when they have a valid question and something new to talk about, we bring that into the advocacy committee and we try to produce knowledge that we can share for the platform. And last but not least, you'll see actually this month Luca has been very busy talking about the new DLT regulations, so he's been in a lot of interviews and a lot of videos about him on that subject, which is really great and helps to promote not only the association and our experts, but also the ecosystem to the world, because it's got some real strengths in the regulatory domain. I'm going to jump through a couple of these really quickly to give you a flavor of how it all works, but you'll see our recurring theme. We connect different sides of the community, and we try really in a very simple, efficient way to make that create value. I think mentoring is really one of the great examples of that. We have people in the community who are experts, and we have people who are starting startups and growing them. And it was really easy for us to, in a connected, sort of open way, bring those two worlds together. We've had some great companies like Carbon Delta that have graduated, raised funds, and done more. About half the startups that have participated already then go into accelerators or come to us after accelerators, which is nice to see. So we're not stepping on toes, we're really complementing the other players that are doing this sort of work. And actually something that we're introducing after the summer, we are basically unboxing the content that you get in a lot of accelerator programs, things like how to pitch, how to raise money, how to co-found a company. We see there's a real skill gap in the community, and people have maybe a finance background or a technology background, but they don't always really have a fintech entrepreneurship skill set. So we've tailored a set of experts and courses that we're offering in an a la carte fashion. You can sign up for them individually. They can be sponsored if you're going through a grant program with InnoSwiss. It's got a great set of options for people who just want to pick and select the type of support they need, and we're a platform that can bring that together for them. Similarly, this is something that really works. Last year when we started to bring companies on board to the platform, they're really looking for talent. And yeah, you can post on LinkedIn and there's lots of job boards, but being the center of gravity for fintech and really having the pulse on who's doing interesting things, we tend to add a competitive advantage. And when it comes to developing talent, we see that as a real core strength of the community. Having great people and continuing to develop their skills is essential to everything that we're doing. So the 4 initiatives that we have are kind of going from more developed to less developed as they go up. We've done a job board for a number of years now, and in the past we filled it ourselves, but now we're really making a push to get companies to post their jobs directly on it and to fill it that way. And on the flip side, there's actually a pool. So all of these 250 individuals who are members of the association now can tag themselves as job seekers, potentially open to opportunities or not looking. And if they are open in some fashion to an opportunity, they display their profile in this pool that only the companies can see. So interesting way to get visibility and an interesting opportunity for the companies to get really great talent without having to look very far, which we've seen has worked out a number of times. Not just jobs, we also see a really strong demand. Some of you might be interested in director roles. There's been tons of crypto companies opening up in Switzerland and they can't find enough directors to work with them. So things like that actually are unique opportunities that are coming out of the fintech space as well. Can I ask a question? Yeah, of course. The incubators here, there are quite a few that focus on fintech startups. Yeah, Do there's- you collaborate with them also, or how does that work? Do they become members? Yeah, so there's 3 basically. There's Kickstart, F10 in Zurich, and then Fusion here in Geneva, and they've all been members. Last year we had them together for a panel discussion about best practices, and there's a video of that online. Yeah, so we do try to work with them and to complement what they do rather than compete with them really. Okay. Internships, we basically created a template for a lot of young companies that want to hire people. There's a lot of students at universities that want to get involved, slightly older talent as well. We provide a template, we have the job board where you can post it, and basically we do a focused call for fintech internships and then promote those to the students. And the fellowship is something unique. We're basically hoping to find partners to do this in the next year. We get a really great talent and we put them through 3 types of internships, one with a startup, one with an investor, one with a company. And the idea is that you get more people with a really well-rounded skill set, whether they're going into any of those
types of careers, they have a much more holistic view of how the ecosystem works and the different players that connect to it. So that's something we hope to have ready for next summer. Rounding it out really quickly, event series has really been our historic core. We started as a meetup group about 5 years ago, and it's really grown from there. What we've seen is that having sort of a different set of events has been really important. It makes it easier for us to organize, and it also appeals to the different types of audiences we have. We have a STEM tish for people who just want to network and keep it casual. We have a great series that's drawn a lot of attention onto the lack of women in fintech. There's about 5, maybe 10 in the room today, but we'd like to see more and actually share the stories because they're sometimes hard to find. So we've done that before, and we're bringing that back again. We've had tons of interest in startup pitching, and there's, of course, lots of opportunities to do this elsewhere, but in a really consistent way, we offer our new startup subscribers each month a chance to come out and to present in front of the center of the ecosystem, which really adds value to them. Vertical events are how we're trying to connect those themes that you saw and the content into a tangible event. So we'll do our first in September with 6, looking at cryptocurrencies, blockchain and DLT, so a lot of stuff we talked about today. And then you'll see that coming along in other particular verticals to focus on themes in a consistent way. Missions I'll talk about in a minute, and then you'll see a bit later in the year some special events that are really tailored to address unique things and gaps in the ecosystem. My photo isn't quite working here, but this is what I mean by missions. Actually, this past week we were in Amsterdam with the Switzerland Global Enterprise and about 5 to 10 Swiss fintech companies and large corporates. 6 was there, Trade Plus 24, One Visage from the West, great group of companies. And we basically grouped forces together. We help them with contacts and with different things. SG helps with business support, and it really provides a lot of value for everybody. Switzerland tends to be one of the better represented countries out there, which is incredible given our size, but it really speaks to the strength of coming together to work together on common goals. That's actually already going to be announced for next year because the deadlines are very tight. But also tight, we have Cybos, which a few years ago actually we all worked together on here in Geneva in 2016. Great success, brought the world fintech ecosystem together with the Geneva fintech ecosystem. And we're going to be doing that again, but going to London because it's back in a convenient location. So we're working with a group of startups and companies to pull together a delegation to attend that, do some side events, and really make the most of it for everybody. What you see in the bottom corner is what we do for our individual members and others. Where there are events that we're not attending or doing something major, we organize discounts. So if there are events that you think we should be in contact with, it's very easy for us to get a special arrangement. It almost always pays for the price of an individual membership, so tangible value right away for you. For something like Money 2020, I think it was 250 euros that we got off each ticket, and then we've been able to get more discounts after that. So we try to really use that as a resource for everybody. Can't be at every event, but we can at least give you the opportunity to go independently as well. I'm going to stop soon. So FinTech Hub Partners, this is how we really help enable this, and it's how we make our international connections relevant. But on their own, they're just logos on a page, and that's why I left this page pretty boring. What we've done in the last 2 months is we've pulled together a group of ambassadors. These are people who have expertise and connection to a particular region. You have people who are in the UK, in France, and the Middle East, Turkey, in Scandinavia, a whole group of different people. Now that they're on board and we're giving them a vision of what we'd like to have, they're starting to serve as a point of contact. They share their local expertise. We're doing some articles. We're going to share some interviews that they're pulling together. And they're also going to help us make sure that SFTA has a better presence at international events, so we're represented and seen in other parts of the world. It's actually amazing that it's a relatively small team at the core of things. The meetup started with me years ago, and then growing it into the association, we formed a board. The board is actually really working well now in that it focuses on the administration of the organization, maybe secretary work, treasury work, really straightforward stuff. And what we've now seen growing a bit more is the focus on chapters, which is really important, the local activity in each of the communities, and then some specific activity around the organizational operation, so marketing, technology, things like that. Really important stuff, but essentially how it works. Where we're going now in the future, I think later today, you'll see our new website is up. So that's the first sign that things are fresh and new. I think you'll find it much more clean and simple to understand. I mentioned a new event series that's going to build a bit more momentum and engage with people in the fall. And off the back of that, what we're really spending a lot of time to focus on again is to regain that momentum and to grow the association. That comes first with members, of course, but we're also really refining how we talk to companies and seeing strong interest in getting on board for that. So in my last note, I'll just mention this.
We have a special arrangement where we're again leveraging the people in our community. We call it a Keystone program, and it's essentially a business development commission that we're offering. So if there's anybody who thinks that they have either startups or companies that would be interested in the association, they'd like to learn a bit more about our offering and think that they could help us sign up some new subscribers, we're actually offering a fairly generous commission for helping us do that. And I have the information available. I'd love to talk to you afterwards, so just let me know. Yeah, that's about it. If you haven't already joined the association, you can also follow us on LinkedIn, Twitter, YouTube, and if you have any questions, I'll be here for a bit, and you can always email us. Okay? Hope that wasn't too much. Thanks very much. Thanks so much. So let's end because the best part is coming now because the minister is going to talk. Of course, all of you are the best part. It's not what I meant. But the idea is that you can write down your questions and we're going to tackle them once everybody's spoken. Thank you again so much, John, for setting this up together with Blockchain Politics. We're very grateful that it was possible to do this today. I think we have a lot in common, especially with your advocacy committee. I think it's something we can do together. Anyway, donc je passe la parole au Conseil d'État Pierre Maudet. Je l'introduis en 2 minutes. Donc Pierre Maudet est en charge du département du développement économique. Il est conseiller d'État depuis juin 2012. Il a été conseiller administratif de la ville de Genève entre 2007 et 2012. Il faut le rappeler aussi, il est capitaine à l'armée. Et il est titulaire d'un master en droit de l'Université de Fribourg. Monsieur le conseiller d'État, c'est à votre tour. Merci de me donner la parole. Je ne sais pas si ma formation militaire est très utile dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui. Mais ce qui est certain, et c'est par là que je vais commencer, c'est qu'il y a besoin d'une impulsion politique dans ce domaine. Mon propos sera donc à votre demande, et sans avoir préparé le PowerPoint, de vous donner une vision qui va à la fois au-delà et en deçà de la question de la régulation. Olivier l'a très bien exprimé tout à l'heure. Il y a l'état de l'art, il y a les perspectives, il y a aussi le bref historique. C'était important d'y revenir parce que, je le redirai dans un instant, je pense que la Suisse est à la fois un peu en retard et un peu en avance, mais c'était bien d'expliciter. Merci Olivier. Il y a la vision au niveau national et mondial. Merci John de la présentation. Et puis il y a aussi, et ce sera mon propos, les perspectives locales. Je pense qu'elles vous intéressent également. La difficulté, je le dis d'emblée, pour moi, sur un sujet comme celui-ci, elle est double et un peu paradoxale. D'un côté, dans le monde politique, il y a une compréhension relativement faible des questions numériques. Et quand je dis des questions numériques, je suis public. Je ne parle pas ici même de blockchain ou de Bitcoin, d'ICO, je parle de numérique au sens large. Tout le monde, pas plus tard que ce matin, j'accueillais Emmanuel Macron, Angela Merkel à l'aéroport pour la conférence internationale sur le travail, les 100 ans du ILO, du Bureau international du travail. Tout le monde parle à longueur de journée de révolution numérique, de disruption, de modification dans le cas d'espèce des rapports de travail, avec tous les éléments juridiques que ça engendre. Mais personne n'arrive à aller un peu plus loin, et notamment dans le monde politique, à formaliser un peu davantage que ça suppose. Il y a eu quelques tentatives ça et là, et des brillantes tentatives, notamment à Genève avec le professeur Robertson. Question de savoir délicate s'il faut taxer les robots, si on va entrer dans une société qui va modifier, par exemple, selon la fiscalité, les relations au travail. Et donc le premier élément que je voulais poser, c'est cette difficulté dans le monde politique de trouver les personnes qui comprennent réellement l'enjeu et qui arrivent à se projeter. L'autre élément du paradoxe, et ça a été mentionné par Olivier Lepierre tout à l'heure, c'est la difficulté pour le politique, une fois qu'il a intégré ces paramètres, de faire le travail de base, de pédagogie, de diffusion de ce que pourrait être modélisé à une brève échéance, le déploiement de telle ou telle technologie, de telle ou telle solution. Et c'est une difficulté qu'on a principalement dans le domaine de la blockchain. Une fois qu'on a réussi à comprendre soi-même de quoi il s'agit, qu'on a tenté de l'expliquer, on espère réussir dans une certaine mesure, et qu'il faut après, parce qu'il y a ça qui est un élément déterminant pour faire passer le message à la population, l'étape de comment est-ce que dans le quotidien de la population ça pourrait se transcrire et devenir un élément bénéfique. Eh bien, c'est 3 étapes qui sont aujourd'hui difficiles à atteindre, la troisième principalement. Donc, une de mes principales difficultés, à commencer par mes collègues, mais aussi par la population, c'est d'expliquer pourquoi c'est très important aujourd'hui que Genève se positionne comme un creuset et un hub de la technologie blockchain, de ces déploiements possibles. Est-ce que ça pourrait
amené à brève échéance. On a essayé, avec un certain succès, mais c'est resté un proof of concept avec le registre du commerce, l'idée de pouvoir facilement créer sa société, l'authentifier, en établir la traçabilité et donc ainsi développer un esprit entrepreneurial. Mais on s'est heurté aussi assez rapidement aux réalités législatives, à l'identité numérique qui avance, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité récemment, mais encore péniblement, à toutes ces questions qui aujourd'hui, mais je dois le dire aussi, bénéficient plutôt d'un accueil favorable de la part des autorités. Et c'est là peut-être le premier point sur lequel je m'arrête un instant. Souligner qu'au niveau fédéral, nous avons une approche plutôt bienveillante, Olivier l'a signalé. On a vu un certain nombre de rapports du Conseil fédéral, on a vu des prises de position, j'ai moi-même des discussions régulières avec notre ministre fédéral des Finances, Willy Maurer. Il y a eu des tentatives, pour certaines réussies à Zoom, pour d'autres un peu plus périlleuses, de positionner la crypto-vallée. Et tout ça donne un arrière-fond, un framework plutôt favorable s'agissant de la législation. Maintenant, la législation aura toujours une guerre de retard et nous avons nous-mêmes, les cantons, demandé à plusieurs reprises qu'on n'aille pas trop loin dans la réglementation pour permettre, comme toute innovation, d'explorer des champs, d'avoir une sorte de bac à sable. C'est ce qui nous a permis à Genève, au niveau cantonal, dès le mois de mai de l'année passée, donc il y a un peu plus d'1 an, de réaliser une première au niveau suisse, puisque nous avons essayé de générer pour les sociétés innovantes, actives dans la crypto-finance et les applications de blockchain, un système d'ICO et de guide, un guide qui est en cours de travail, on en parlait en aparté avec Olivier, pour mettre en lumière les conditions cadres genevoises, et puis pour valoriser un écosystème qu'on connaît bien ici, qui est très centré sur la finance. On a créé une carte interactive qui a suscité un certain débat. Mais le but pour moi, c'était politiquement de marquer le territoire, de montrer qu'il y avait un intérêt, qu'il y a des assets, qu'il y a une disponibilité, qu'il y a de la part de l'État une impulsion. Alors, je m'empresse de répondre ici à la question qu'on pose tout à l'heure. L'impulsion, elle est limitée, elle n'est notamment pas financière. Donc à ce stade, il n'y a pas de soutien financier pour cela, si ce n'est la mise à disposition de savoir-faire par l'État sur cette idée. Cette idée, c'était laquelle? C'était de montrer que les ICO, qui sont devenus les STO, sont un moyen pour de l'économie dite traditionnelle de se financer également. Et c'est un moyen qu'on doit aussi développer, une forme de nouvelle bourse d'échange et d'investissement dans les technologies. Et ça nous a permis, là aussi, de poser, quand je parle de cartographie tout à l'heure, un peu la situation de l'ensemble des acteurs. Ça nous a permis également, et c'est pour vous illustrer toujours les difficultés, mais le défi intéressant pour la personnalité politique qui est en charge de l'économie, ça nous a permis de tenir un discours par rapport au monde financier, je dirais, traditionnel, et par rapport à la place bancaire genevoise, en disant non, on va vous accompagner, mais il faut y aller maintenant, il faut essayer, il faut tenter, il faut investir, il faut expérimenter. En d'autres termes, et je pense qu'on a en partie réussi, on pourrait discuter, mais on ne le fera pas ici en nommant les établissements. Pour certains établissements, l'appropriation de la blockchain, l'établissement bancaire, devient un enjeu réel. Pour d'autres, c'est encore un enjeu marketing et un peu cosmétique, mais peu importe, ce phénomène d'accélération de transition numérique via la blockchain est maintenant en marche. Je voulais ici mentionner cette expérience en vous disant que nous allons tenter de la poursuivre. La place financière est le pivot initial qui est en fait renforcé, et c'est là-dessus maintenant qu'on travaille. Je m'éloigne un peu des crypto-monnaies pour revenir plus généralement sur la blockchain. De la place financière, on passe très vite en fait au secteur numéro 1 au niveau de l'économie à Genève, qui est le secteur du négoce. C'est évidemment dans le secteur du commerce de gros, du négoce, que nous voyons des perspectives très intéressantes de déploiement de la blockchain et de ses avatars financiers aussi. On parle ici évidemment de smart contracts, de la capacité d'accélérer le mouvement, de le fiabiliser, de le rendre plus sûr, plus traçable. Ce que nous expérimentons aujourd'hui, et ce que je vous dis là, c'est des discussions très concrètes qu'on a ici et maintenant avec les grandes sociétés de négoce, avec les acteurs du trade finance, c'est de dire que dans un monde où l'on va devoir encore gagner en traçabilité, en sécurité des transactions, mais en capacité aussi d'expliquer, et ça non plus c'est pas évident pour la population genevoise de comprendre qu'est-ce qu'elles font ces multinationales, c'est quoi le secteur du négoce, et bien que la blockchain peut être un outil pour rendre plus transparent les choses, et pour s'approprier là aussi davantage le secteur d'activité. Alors je ne vous cacherai pas, nettement plus facile depuis le 19 mai, puisqu'on a une clarification pour ces sociétés du taux d'impôt et de la fiscalité. Vous verrez que ça n'a rien à voir
avec la blockchain, certes, mais enfin, je parlais ici des conditions cadres, il y avoir des conditions cadres apaisées et stabilisées pour que la place économique puisse s'approprier ces technologies, c'est essentiel. Et donc maintenant, nous travaillons très concrètement avec des incubateurs, il y a une question de madame tout à l'heure, publics, la FONGIP, privé, fusion, pour une vraie rencontre du monde traditionnel bancaire et des startups qui amènent des solutions nouvelles. Moi, il y a encore 3 ans de ça en tête, un petit déjeuner que j'organisais avec des acteurs très innovants dans le domaine de la finance d'un côté et des acteurs très traditionnels de la finance de l'autre, et une impossibilité de se rencontrer. Les banques qui traditionnellement se disent on va trouver des solutions in-house, on va développer nous-mêmes, et auxquels il manquait le côté disruptif. Et puis les disrupteurs sont tellement disruptifs qu'ils prévoient à très bonne échéance, grosso modo dans 12 mois, le collapse général du système bancaire. Évidemment, ce n'est pas de nature à mettre les banquiers qu'ils avaient en face d'eux dans de bonnes dispositions. La rencontre des deux est possible, j'en suis convaincu, elle se produit petit à petit, et pour ça, il faut des dispositions d'esprit favorables, et il faut, dans le cadre d'une stratégie blockchain qu'on est en train de finaliser, le Conseil d'État devrait statuer d'ici la fin de ce mois sur sa stratégie en matière de blockchain, sachant qu'il y a plusieurs expressions de la blockchain. La blockchain elle-même s'inscrit dans une stratégie numérique plus globale, de positionner Genève comme un terrain de jeu, bac à sable, disais-je tout à l'heure, un lieu où l'on peut expérimenter, et on a tout pour bien faire, mais encore faut-il le faire. Un dernier mot pour vous planter un peu le décor et répondre ensuite aux questions. Vous dire, je l'ai esquissé il y a un instant en parlant du négoce, que notre perspective dans le domaine de la blockchain à Genève, c'est de rappeler que c'est un instrument, c'est un moyen et pas une fin. Et un des objectifs principaux de la place genevoise, la place économique, c'est de faire face à une autre transition que la transition numérique, c'est la transition environnementale, la transition écologique, les impératifs du développement durable. C'est un point fort pour le gouvernement genevois que de rappeler que nous accueillons, je le mentionnais indirectement tout à l'heure en parlant du Bureau international du travail, l'Organisation des Nations Unies, qui prévoit ces 17 buts du développement durable, qui sont des objectifs extrêmement importants pour la planète, qui correspondent à une sensibilité croissante de la population. On l'a vu encore l'automne passé et surtout ce printemps. Et nous aimerions, là aussi, repositionner la transition numérique, et en particulier dans l'économie numérique, l'instrument qu'est la blockchain, comme un des moyens d'atteindre les objectifs du développement durable. C'est des projets concrets avec des grandes et des petites sociétés. C'est par exemple dans le domaine des médicaments, et là c'est une joint venture envisageable entre l'hôpital public et les acteurs de production de médicaments, la lutte contre les contrefaçons, capacité là aussi d'établir une meilleure traçabilité. C'est toute une série de projets, je ne cite que celui-là, sinon ça va m'emmener trop loin, mais pour faire en sorte que l'élan que l'on donne à travers la blockchain, à travers la transition numérique, se concrétise sur des aspects très pratiques, des aspects qui concrétisent aussi la vocation internationale de Genève au service de l'humanité. C'est pourquoi pas, je lance ici l'idée, des obligations vertes en crypto-monnaie. Nous avons lancé cela il y a quelques mois de cela de façon assez traditionnelle. On a levé de tête 620 millions de francs en quelques heures sur les premières obligations vertes lancées par l'État de Genève. Là aussi, il faut concrètement, pour la collectivité publique, accompagner la mue et donner des exemples de transition possibles. Donc je finirai sur cette évocation des SDG, des Sustainable Development Goals de l'ONU, comme un des points sur lesquels nous pourrions avantageusement rassembler la population genevoise, les acteurs internationaux et les instruments numériques modernes que sont notamment la blockchain. Je me réjouis de vous écouter, de répondre à vos questions et de débattre avec vous. Merci de votre attention.
we want to have take Jonathan from Zurich. First of all, as a foreigner, I've always been really fascinated at how, for such a small country, Switzerland can have actually very large divides in terms of its business and some of its cultural aspects, the famous Rochengraben. So I'm not an expert on this subject, but I've definitely noticed that there is a gap between even Zug and Zurich, or Zurich and Basel. There's always a gap even in these little distances, but certainly between Zurich and Geneva. I don't come over here enough. I rarely get real opportunities unless I make the effort, and I notice it's the same vice versa. It's two separate poles of the same country. I think that's natural. It's not necessarily a bad thing, but it certainly could be improved upon to see the country benefiting from what's happening on either side and really working together on their relative strengths. I think specifically when it comes to crypto, and to talk about how you foster these things in general, I'm a bit biased, but I'm really a big believer in building the ecosystem. And I think Geneva already has a lot of the ingredients in place to have the right ecosystem. But I think one of the critical parts is that you don't necessarily have, well, I mean, I don't want to take credit for it because there's been other people, but in Zurich, I think you had more of like an ecosystem building type of an atmosphere, whether it was me or F10 with their accelerator or other groups. They've tried to really pull people together and start to create this connectivity. And it sounds silly, but I used to get made fun of for hosting meetups, and people at the bank thought I was crazy, and now they all forget about it, and they think fintech's the biggest thing, and they all want to be involved in it. So I think it's really about creating the opportunities for engagement, sharing stories, figuring out what some of the issues are, and getting an actual community flowing and engaging. If you talk specifically about the attractiveness of Geneva, there's a reason why Facebook opened their Libra startup, the crypto payments company here. It has a lot of the same advantages as Zoom. It's not as well known, and they probably were smart to come here and go into a less crowded space. So I don't think we always need to look at what's happening in Zoom with envy. I think we should probably look at it. Same as Silicon Valley. I hear that a lot. Let's look at what they've done and think about how we can adapt it. And I think Geneva has all the right ingredients to be even better than it already is for fintech. So yeah, optimistic on that. Do you agree, or do you think there's something else holding it back? I do agree with what you said. Though I still think there are many gaps which not have the answer how to build those things. So for example, related to the university, to the knowledge, I think there is already knowledge somehow, but not enough support or investment, because there is the money. In Geneva we have many family offices, private wealth, but they don't go into the blockchain. They're not interested in that. Specifically to help start early stage companies, you mean? Yes. Oh, okay. Well, we can talk afterwards. I think there's a few ways that we can get help with that. I think early stage funding, especially around crypto, has been huge in Switzerland. There's groups like Swiss ICT Investors Club. Do you know them? Yeah, and there's a few others, but I think I'd love to talk to you more afterwards as well. Okay, but then as for the university thing, I'm a deputy for history lectures at the University of Geneva. Olivia is doing the part of the legal side of it, and we had the difficulty to fill up the class, so it didn't open. To fill up the class? Okay. I have tu answer to this. Yeah, sure. It's a great job, Colette. I have tu answer to this. Et je vais peut-être répondre en français, mais encore une fois, important parce que voilà, je connais bien Robert et je fais une petite pub, c'est un excellent codeur qui fait des forks d'Ethereum, etc., qui rédige, si on peut dire ça très bien, des smart contracts, mais il y a une perspective du public. Dans souvent macroéconomie, il y a deux problèmes. Je réagissais à un post sur LinkedIn d'un éminent professeur de droit et avocat que je ne nommerai pas parce que j'ai énormément de respect pour lui et d'admiration, qui critiquait positivement un rapport du président de la Bundesbank, qui lui-même avait un regard très négatif sur la crypto-économie, mais sur l'angle monétaire, en disant de toute façon les crypto-monnaies. Effectivement, il disait tout ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue aristotélicien, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, etc. Et en fait, des gens comme toi, Robert, ou peut-être plus modestement comme moi, on a une compréhension de l'écosystème global, on sait que ça va changer le monde. Le problème, et ce que je dis, ça va changer le monde, il faut se repositionner avant l'ère d'Internet. Donc je me tourne peut-être vers le politique pour savoir comment réagissait Genève à l'époque de la bulle Internet. Est-ce qu'il y avait du financement public dans ce genre de start-up qu'on traitait de fou? Je ne pense pas. Donc le temps, c'est une question de temps. Ceux qui arrivent trop tôt, vont mourir en brûlant leur cash. Ceux qui observent, qui savent sentir l'évolution de l'écosystème, qui est liée à la crypto-économie qui fait peur,
Du point de vue de l'État, les banques nationales, les banques centrales critiquent ça parce qu'il n'y a pas de système de politique monétaire. On peut pas, la blockchain est que à l'actif, donc on a dû créer des produits dérivés pour vendre des titres, des produits financiers pour ceux qui aimeraient shorter une crypto-monnaie. On essaie de créer une crypto-économie parallèle. Et j'avais la chance de le dire, il y a une citation de Chris Dixon, qui est un investisseur américain que j'aime beaucoup. Il y a 3 phases d'évolution de la monnaie dans le monde. Il y a la monnaie basée sur la commodité, la monnaie basée sur le politique. On a vu ce que ça a donné avec les États-Unis. Planche à billets, je suis les États, je suis l'État, je ne vais jamais faire faillite, c'est ma monnaie. Et puis la monnaie basée sur les maths. Et en fait, c'est ça, le crypto-actif, la cryptographie asymétrique, le chiffrage, c'est des maths. Donc en fait, beaucoup de gens n'ont pas confiance d'une manière, sans s'en rendre compte, d'un écosystème monétaire financier par un système de paiement basé sur les maths. Donc il faut revenir dans une idée originale à l'étalon or, quelque part, ou à un asset-backed crypto-monnaie de base. C'est peut-être ce que va faire Facebook à Genève, on ne sait pas, on verra. Et il faut des milliards pour ça, pour garantir une liquidité permanente du change entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire fiat à n'importe quel moment. Et en fait, ça c'est... Robert, tu es en train de taper sur ton téléphone, donc je te réponds. Non, mais en fait, c'est ça, tu m'enregistres sans dire, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui est un des déclencheurs de l'économie liée à la blockchain. Tout ce qui se passe sur la chaîne doit être transigé par une transaction dans une crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie n'est pas stable, si on a une volatilité permanente sur les cours du Bitcoin, de l'Ether et du Ripple, ça ne rassure pas les marchés. Il y a un problème d'efficience, il y a un problème économique de paiement, de rentabilité de la blockchain en elle-même, et puis un problème de nouveauté, de méconnaissance du public. Un petit peu long, mais c'est important. Est-ce que quelqu'un veut finir du panel ou sinon je donne une question là avant? Oui. Oui, bonjour, Jérôme Bailly, je suis représentant roman de la Crypto Valley Association. Avant de parler, de poser ma question, je voulais juste aussi dire que on passe, je pense, d'une concurrence entre les cantons avec plus d'unification. En tout cas, on voit qu'il y a des belles associations comme la Swiss FinTech Association et la Crypto Valley. Moi, j'ai une mission qui m'a été donnée par le board de Zouk de se rapprocher de la Suisse romande, de se rapprocher de Genève, évidemment pour les liens avec la finance, de se rapprocher de l'EPFL, où je suis au sein d'une start-up à l'EPFL, également pour se rapprocher de la technologie. Donc voilà, on sent quand même moins de concurrence entre les cantons. Après, il faut bien choisir où est-ce qu'on va se mettre, mais la Crypto Valley, c'est pas que Zug, c'est toute la Suisse. La Vallée, c'est toute la Suisse à minima. Ma question pour Monsieur Model, dans notre écosystème, effectivement, là, ça fait déjà 3 fois qu'on en parle. Tout le monde ne parle que de Facebook. Le titre de l'événement, c'était « Comment encadrer pour rester compétitif ». Vous avez peut-être réussi un coup de maître en attirant ce que tout le monde a voulu attirer. Je sais que c'est pas encore tout à fait officiel, mais j'ai vu que vous aviez été cité dans un dernier article du Temps. Voilà. Comment avez-vous réussi à peut-être avoir cette chance d'avoir cette fondation ou une société qui va gérer GlobalCoin, peut-être la plus grosse crypto-monnaie à venir, celle qui permettra justement de passer des crypto-fanatiques au grand public et de lancer cette tendance au sein de 2,2 milliards d'utilisateurs. Et peut-être ça pourrait se passer ici. Grosse chance. Et voilà. Je suis curieux de savoir ce que vous pouvez en dire. So the question was how Mr. Mori managed to attract Facebook and the foundation came to Geneva, if it was the case. And there was a point on this new potential cryptocurrency by Facebook backed by currency, existing currency, it's a real currency. Question délicate. Alors d'abord, j'aimerais dire ici que je n'ai pas la prétention d'affirmer que Genève, par les vertus de sa promotion économique ou de l'autre serviteur, a attiré ce secteur d'activité de Facebook. Bon, ça n'est pas fait. On en a parlé un peu prématurément et je dirais qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Mais votre question est pertinente, je ne crois pas au hasard. Depuis 2017, il y a un marqueur précis pour moi qui est de mon côté mai 2017, visite de plusieurs sociétés
major en Californie, et une révélation pour moi du fonctionnement de la Silicon Valley et de ce qu'elle peut recéler, de ses limites mais aussi de son potentiel. Et puis à l'automne 2017, c'est là qu'il y a une révélation à la faveur d'une prise de position de Brad Smith, Microsoft, l'idée que les GAFAM elles-mêmes posent comme enjeu des nouvelles conventions de Genève, à savoir la nécessité, d'abord c'était d'une manière un peu maladroite, indépendamment des États, mais en réalité avec les États, de poser des règles du jeu. Sous peine de quoi, même les GAFAM, même ces grandes sociétés, ces grands groupes qui structurent aujourd'hui l'économie numérique, risquaient de connaître des problèmes. Elles en ont d'ailleurs connu assez rapidement. Et je pense, pour retomber sur mes pattes par rapport à votre question, qu'un élément clé dans la réflexion qui préside aujourd'hui à des choix d'implantation, c'est où est-ce que je peux trouver, sur des questions régulatoires, en lien avec des grandes organisations internationales publiques, ITU, l'Union internationale des télécommunications, WIPO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans une moindre mesure WTO, donc l'Organisation mondiale du commerce, des spécialistes de la réglementation, de la régulation publique, je les ai cités, mais aussi privée. Pensons ici à la SGS, qui est un acteur clé, présent sur la place de Genève, qui est aussi très impliqué dans la réflexion blockchain en matière de traçabilité, en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure pour les entreprises des négoces. Et donc la carte qu'on a essayé de jouer, et je ne peux pas aujourd'hui vous affirmer que c'est grâce à celle-là que ces préannonces se font, c'est de dire c'est à Genève que vous avez tous les spécialistes, tous les acteurs, le terrain neutre, et la possibilité d'élaborer la codification du futur dans le domaine d'Internet, et plus spécifiquement, parce qu'on a aussi des spécialistes évidemment financiers, dans le domaine de la finance et des crypto-monnaies. Mais comme vous, je pense, vous avez dit au début de votre question qu'il y avait une crypto-monnaie, comme vous, je pense qu'aujourd'hui, et je le vois chaque fois que je vais en Chine, entre Genève et Zurich, c'est un arrêt de métro, quoi. Donc, continuer à faire une petite guerre stérile entre cantons, ça n'a pas de sens. En revanche, jouer la carte du laboratoire du fédéralisme avec des expériences qui sont menées à Zurich, à Genève, et là, Zurich et Genève, mais c'est difficile, hein, j'essaie d'y rapprocher, la place bancaire zurichoise est quand même très arrogante, elle n'a pas besoin de Genève, j'essaie de dire, écoutez, vous n'avez peut-être pas besoin de Genève, mais à Genève, vous avez des expertises trade finance, et je pense que par le trade finance, vous allez avoir aujourd'hui des vrais nouveaux débouchés. Cette carte-là, on doit la jouer. Mais n'oublions jamais la gêne internationale, c'est notre asset principal. Ou après la Rome protestante, la Crypto Rome. Exactement, voilà, merci beaucoup. C'est vraiment encore une question. C'est un aspect fascinant, ces organisations internationales qui sont à Genève. Voilà. Je suis cofondateur de la société Radisson-Chain qui est basée à Genève. Je vous remercie. On n'entend pas trop bien. Je suis Prince Nash, je suis cofondateur de la société Radisson-Chain qui est basée à Genève. Nous développons en fait une application pour ces services de paiement, notamment axée sur le transfert de fonds à l'international, avec pour objectif de réduire le transfert pour les pays les plus pauvres. Et justement, je voudrais vous remercier pour votre intervention et je reviendrai justement sur la question de la régulation, parce qu'effectivement, on a cet assouplissement de la régulation au niveau suisse et puis la fameuse sandbox. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout une recommandation avant de poser ma question, je voulais dire, notamment en politique, j'espère que cette régulation, on va encore l'assouplir, parce que finalement, dans la réalité, dans les faits, le sentiment qu'on a quand on approche des autorités pour essayer d'obtenir en fait une autorisation, peu importe laquelle, c'est qu'en fait, ça ne cadre pas avec les objectifs que poursuivent les fintechs aujourd'hui. Mais on a l'impression que c'est surtout taillé sur mesure pour les banques, et le sentiment qu'on a, que moi j'ai en tout cas, c'est que la régulation aujourd'hui telle qu'elle est conçue a pour objectif en fait, peut-être, je ne sais pas, de protéger les banques. Mais ce que j'aimerais dire derrière tout cela, c'est qu'en fait, la blockchain, c'est important. Et ça le message de Satoshi Nakamoto. C'est l'intermédiation. Nous n'en voulons pas. Moi, je suis libertarien, comme la plupart de ceux qui gravitent autour de la blockchain, c'est-à-dire, nous voulons l'intervention de l'État, nous voulons la régulation, mais la stricte régulation. Et si on ne veut vraiment réformer le système bancaire, parce que si on regarde le marché du transfert de fonds, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a eu des fintechs qui ont pénétré ce marché, que les coûts de transfert au niveau international ont diminué, plutôt en faveur des fintechs et en défaveur des banques.
Et si on veut vraiment réguler le système bancaire qui sert les intérêts des citoyens, et vous posez la question de savoir en quoi la blockchain change-t-elle la vie des gens, elle ne pourra pas changer la vie des gens tant que la blockchain sera étroitement liée en fait au système bancaire. Et je vous prends un exemple simple. Moi aujourd'hui, si j'ai mon compte en banque et que je veux faire des transferts à l'international, je dois toujours passer par le système bancaire. Je peux réduire les coûts de transfert aujourd'hui à quasiment zéro en utilisant la blockchain. Mais je n'y arriverai pas parce que je suis toujours lié au système bancaire. En gros, ce que j'aimerais dire, c'est assouplissons encore la régulation. Faisons en sorte que la régulation fitte avec les objectifs des fintech et que les fintech puissent compétir avec les banques pour que finalement les banques traditionnelles en fait, servent les intérêts des citoyens. C'est un magnifique combat d'idéal que je connais bien, donc l'utilisation de type Western Union pour l'accès au paiement en peer-to-peer de personne à personne, c'est un immense idéal. Il y a peut-être juste un point de vue très important qu'il faut clarifier ici tout de suite en matière de réglementation. Et ça, je le dis parce qu'il y a des non-juristes dans la salle, c'est une majorité. On a affaire à un système pyramidal en termes réglementaires avec une constitution fédérale qui crée des bases, des lois qui sont des lois fédérales, des lois d'application fédérale et des lois cantonales, des lois d'application cantonale, qui appellent des lois communales avec des règlements communaux. Et tout ça marche dans une hiérarchie. Donc, toute la problématique de ce dont vous parlez est réglée au niveau fédéral. Les cantons n'ont pas de compétences propres pour changer le monde. Donc ça, c'est un malentendu qui est très important. Dans un guide pratique à SEO et STO à venir du canton de Genève, qui est une initiative politique locale, on explique qu'on a compris comment ça marche et on dit qu'on va créer un terreau favorable. Maintenant, votre vœu pieux, vous l'appelez, merci pour votre intervention, parce que voilà, elle est fondamentale, c'est l'État contre les particuliers, et c'est bien de parler de philosophie, parce que le libertarianisme, c'est pas le libéralisme, c'est la réappropriation de l'individu jusqu'à son propre corps, après sa mort, etc. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est un discours où on est plus dans le vœu pieux, on est dans un écosystème. Est-ce que ça va changer? Est-ce que, on disait tout à l'heure, l'État a peut-être une guerre de retard? Je pense qu'en termes régulatoires, le mouvement libertarianiste dont est issue la blockchain ou les Directed Acyclic Graph tend à s'en affranchir. Du fait de la non-union du monde, il y a des opportunités réglementaires dans certains pays. Il se trouve que malheureusement, là où il y a des opportunités réglementaires, c'est en général des pays qui ont un index de corruption plus bas ou qui ne sont pas tellement GAFI compliant, ça c'est le problème. Mais ce que je veux dire, c'était par rapport à la crypto-économie, le fait est que ce que vous souhaitez, ça va se mettre en place avec le temps. Et je pense qu'il y a un combat parallèle de l'État qui veut réguler, il y a un combat parallèle en même temps d'individus qui veulent avoir le contrôle sur leurs données personnelles, qui ne veulent pas que Facebook, qui ne veulent pas que Apple ait leur contrôle sur leurs données. La bataille, il y a une longueur de retard de l'État par rapport à la réglementation, il la change, il y a des gens qui se font de l'argent, qui sont des escrocs pendant ce temps, qui profitent. Mais est-ce que l'État va gagner la guerre, la grande guerre de l'individu contre un organisme complètement organisé? Je ne sais pas. Mais votre remarque, elle est profondément philosophique. Et au niveau cantonal, on ne peut pas faire grand-chose. Juste une dernière remarque. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous aimerions tous qu'à Genève, que nous ayons révolu, que nous ayons un 26. Nous avons la possibilité de l'avoir, de le faire. Mais nous n'y arrivons pas. Il y a quasiment presque tout le monde ici a révolu, je crois. Nous ayons un 26. Mais donc qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Pourquoi viennent-ils des UK et pas de Genève? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire à Genève? On n'arrive pas à soutenir la régulation au niveau suisse. Non, mais ça, je vous l'ai dit, ce qui est du droit fédéral, on ne peut pas soutenir le droit fédéral. May I just translate? Sure. It's an important point for John, I think, from SFTA, because I think the point is that was this reform in fintech license basically made for the banks, and it does not really help the startups. That's the point that was made, essentially. Yeah, I have to be careful. I don't really speak from the regulatory perspective, so this is more of a personal opinion, but I think that specifically about the fintech license, yeah, you can see a couple of balancing acts going into play. I think, number one, Switzerland historically doesn't like to, Switzerland prefers to create a very simple framework and then not have to change it very much. So let's set out very simple rules that enable things to happen and not write lots of rules to control everything. So the way that they've approached the fintech license fits within that framework. They didn't want to change lots of stuff. They wanted to make the minimum amount of changes to allow what needed to be done. So that's okay. They did try to give more
space to fintech, but what they've essentially done, from my understanding, is raise the limits of where you need to get licensed in many cases. And it doesn't really help with really regulating a young company, and it doesn't really help in terms of understanding new innovations. It really just sort of gives you more space before anybody looks at you. It also, protects the existing banking license, which is something that, I come from a banking background, and I can appreciate that banks feel that there are certain instances where the regulatory framework could advantage newcomers. So banks basically see that as a competitive advantage or something that legitimately has a place to be maintained. And there's a question of fairness when you're making new regulations for different players. Can we play apples to apples? Yeah, that's a longer debate, but I think that's part of it as well. I think there's a lot you could say on that topic. I think in general in Switzerland more could be done. You saw this recently around the discussion around multinationals. There was a report from McKinsey and the American Swiss Chamber of Commerce saying we need to be more proactive, we can't rest on our laurels. If I look at Switzerland, I see it a lot like a company or a family business that's been very successful for a number of generations. We're one of the top nations in the world, we have great regulation. Crypto Valley was a success without really much needing to be done for it. It's easy to think that we've got it so great we don't need to change anything. And I sometimes feel that way when it comes to the regulation and the policy around things. We're happy to let the status quo continue and not really thinking about how do we need to compete for the future. And if you look at the countries that are outdoing Switzerland, we were number 1 or 2 in ICOs about 2 years ago, and then we dropped down to like number 10. That's because all the other jurisdictions were very proactively competing on regulation and competing on how they can support the development of the community. And Switzerland takes a more laissez-faire, hands-off approach. So I think you can really see that the pressure of digitization and innovation is maybe forcing us to look at that a little bit differently and ask the type of questions that you are. Are we really making the right types of changes to regulation and policy for the future? I don't have the answers, but those are some of the thoughts that I've had coming to mind lately. Okay. Thank you. There's another question. Une autre question? Alors c'est à la fois une prise de position. Je suis Arnaud Grobet, bonsoir. Je fais partie de ces fous qui ont commencé dans Internet il y a 25 ans, je suis toujours vivant. Donc déjà, les choses prennent du temps. Je pense qu'il faut rappeler ce que c'est la blockchain. La blockchain, c'est tout simplement une suite de règles. Et en fait, ces règles, on peut en faire ce qu'on veut. Donc si dans le process, en dehors de parler que de fintech, on peut y rajouter des règles de redistribution, on peut y mettre des règles de régulation, on peut mettre plein de choses. Donc je pense que c'est surtout une chance formidable de pouvoir réguler justement un certain nombre de choses. Et puis on peut y mettre un certain nombre de règles, on va dire un peu plus équitables, si on en a envie. Juste une petite chose, peut-être Pierre, tu peux rebondir là-dessus. Je pense qu'un des gros handicaps, c'est que la finance a tendance un petit peu à parler toujours en autarcie, alors que c'est finalement un moyen de faire marcher l'économie. Et la blockchain, c'est pas seulement la finance, c'est pas seulement les cryptos. Il y a des milliards d'applications qu'on va pouvoir faire dans tous les domaines. Et je pense que la grande chance, c'est qu'en Suisse, on peut avoir la fintech et les cryptos, mais on pourra sortir de ça et on pourra toucher le grand public si on arrive à leur montrer qu'il y a des applications dans la vie de tous les jours qui les touchent et qui ne sont pas seulement financières. Et je pense que Genève a aussi une place à jouer par rapport à d'autres activités que la finance et peut justement aider la finance à évoluer, à s'auto-réguler. Merci. Merci beaucoup. Je permets une réponse du panel, ensuite on nous questionne. Bon, très rapidement, oui, c'est juste. Et c'est vrai qu'on oublie qu'à la base, la banque, la finance, c'est du leverage, c'est un levier. C'est en principe pas une fin en soi. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. En principe, c'est vrai que maintenant, si je regarde comme ministre de l'économie l'évolution des jobs dans la finance, on a toujours environ à Genève, environ 35 à 37 000 employés dans la finance, et beaucoup plus aujourd'hui dans le compliance que dans la finance pure. Et c'est un constat qu'il faut ici poser. Ceci dit, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, précisément mon exposé tout à l'heure consistait à ouvrir d'autres pistes et d'autres voies, donner du sens, y compris du sens politique, à l'usage de la blockchain. Ça fait partie des ambitions que nous avons ici à Genève, ça fait partie de leur transcription dans les SDGs. L'exemple de la lutte contre la contrefaçon dans le domaine des médicaments, à mon sens, est un des meilleurs exemples possibles. Les deux interventions, je pense qu'il y a
effectivement, il faut quand même être relativement content avec ce qu'on a. Donc, l'Ethereum Sandbox, licence FinTech, licence bancaire, c'est un bon début par rapport aux autres pays européens. On n'a pas résolu le problème de la propriété des jetons. En droit, on n'est pas propriétaire d'un jeton numérique, on n'est pas propriétaire d'une crypto-monnaie. Il y a des juridictions qui bougent un petit peu plus vite que par rapport à leur droit interne, comme l'Allemagne, l'Autriche, où vous pouvez avoir une chose dématérialisée qui n'est pas physique. On n'a pas, on l'appelle autrement. Et je pense qu'il faut être relativement content parce qu'on est déjà en Suisse. Vous voyez qu'il y a des grosses entreprises qui s'implantent. John a dit qu'on était premier dans les SEO pendant un certain temps, maintenant on est descendu. Pas oublier la stabilité monétaire, la stabilité politique, la qualité du service. On parlait tout à l'heure, on a dit de parler du private banking, du crédit. Pourquoi Facebook vient à Genève? Parce qu'ils vont détruire leur compte en banque là, ils savent qu'ils pourront. Ils ont des banques qui pèsent qui ont plus de 500 milliards sous gestion. Donc il y a peu longtemps dans la salle, donc je ne regarde pas comme ça, il ne saura pas que c'est très bien. Mais il faut être assez content avec ce qu'on a, avec en plus une stabilité, avec des talents qui sont là, avec la recherche académique. Donc, oui, ça va changer, mais ça c'était pour le pieux. Et puis tout ce qui est non bancaire et non financier, alors complètement entièrement d'accord avec vous. Le sujet ici c'est FinTech Regulation, donc c'est pour ça qu'on parle de ça, mais la sécurité des processus en interne dans des grands groupes internationaux, vous faites une blockchain privée, c'est énorme, vous n'avez pas besoin de système de paiement, enfin je veux dire, oui, là on peut effectivement étendre la discussion. Voilà, merci. Donc il y a une question de la Yeah, I hope I understood the gist of it, but maybe talking about Switzerland and what the future and all this could hold. I think actually it was interesting to note that basically technology was what undid the old value proposition for the financial center around banking secrecy. It was the idea that you could burn a CD-ROM and take the data across the border. Now you can probably think of other ways you could move information around, but it was fundamentally technology challenging the status quo that started a lot of changes. I think along the way you've seen blockchain, and this is a personal opinion again, blockchain for me is actually most interesting for the power it's had to get people excited about innovation in these new digital ecosystems. The actual cryptography or the blockchain linking things together, I think you'll start to see disappear in the background. Blockchain is one of 8 or so big technologies that are reshaping things. It's not the whole story. And if you look at how that is all going on in Switzerland and where the trends are leading, I talked about finance and technology coming together, but where does it go beyond that? Once finance and technology are together, I talked about a concept called FinTech Plus. If you think about it, finance and technologies are these two sort of businesses that cross all industries. You always need finance, you always need technology. And to add to that, actually, and coming back to Geneva's unique position, sustainability is probably the third pillar that I would really put in terms of being at a central position in digital ecosystems of the future. And if you come back to the position of Switzerland and how we can play a role in that, I can think of a few better places where you want to have your information managed, where you want to have a digital ecosystem being orchestrated, and where there's the type of global focus on sustainability in these topics. So I actually expect Geneva to really start to come out as a very strong part of all of this. Thank you very much. Question here. So my question is based upon a different feeling towards the new FinTech license in that actually I think it's incredibly open and presents huge opportunities and is not particularly stringent, mainly because I come at it from an angle that to create a long-standing ecosystem and actually something that's going to work and the public will accept, you need the stability of regulation, of licensing. It's very easy in this environment of FinTech organizations to get swept up in blockchain cryptocurrency, but after when Bitcoin crashed and things, it went from being something that the everyday person was talking about every day to people not really being interested anymore, and once you step outside of this bubble. So I guess my question was actually going the other way. Do you think that despite the new FinTech license being so open and presenting huge opportunities, as use cases come into play, that there is actually a risk of FINMA clamping down on it and actually saying, no, you're not going to do this, you're not doing this, you're not doing that? I mean, we've been looking at 20 to 30 startups that are looking to utilize the new FinTech license, and I'd say at least 60 to 70% of them we've just looked at and said, what the hell's going on here? That's going to get shut down because you're basically just trying to do something that in everyone's eyes will ultimately be immoral or allow you to do things that aren't considered acceptable in today's society and in the mainstream. I'd say from a technological point of view they're great, but in the mainstream acceptance point of view they don't have long-term sustainability.
Well, the problem is that the fintech license is not really successful at all since it started 1st January. I'm not aware of many requests directly from FINMA. Zero. And there are several reasons to that. Maybe the first one is, the capital, amount of capital that you need for having pretty much only a limitation to 100 million on deposit. Is since you need 3% or on 300K, it's not really what a startup wants to do. Our startup will rather play with the sandbox, but the problem, they don't also want to play in the sandbox, because if they fall into the category of the fintech license, you have the enforcement from the FINMA that is going to, of course, if they know what you're doing, that might force you to request a fintech license. Even worse, might force you to request a banking license, might forbid you to do any future job in finance. Article 33 of FINMA, there's a lot of danger if you do things wrong. So that's also one of the reasons it's not successful. First, capital requirement is pretty much, I don't want to do the calculation by head, but it's 3% of all the deposits. So if you get 50 million, that's already 150K, no, isn't it? No. 1.5 million already, capital. And the bank is 10 million. So capital plus, you cannot have a bank with 10 million because the auditor will tell you need 10 more, so pretty much 20 million. So capital is a big problem. Risk averse towards regulation for the consequences of it. Probably the two main. Just to interject on that, so do you not think that also there's a time frame? On the basis it took 2 to 3 months for all the major law firms to really publish substantial material and have an idea of what they could do and price out getting the fintech license. That meant you couldn't begin your process internally till March. And then, take Baker & McKenzie, they've estimated between a 3 to 4 month process just to make sure you've got all the paperwork done initially. Do you not think that, as with all new regulatory things, it takes a bit of time for the wheels to start moving? Three aspects in what you just said. First, there is the delay and time frame that is used by the company themselves to know what they want to do. Yeah. As an attorney myself, I realize sometimes people just don't realize what they want to do. The secondary problem is that you need to find also the right person. No personal advertisement here, but especially as regards the blockchain ecosystem. I remember a conf call with the US with a huge attorney's partner charging $800 an hour. And I was explaining the process of a smart contract, of a big project being displayed on Ethereum. And when I pronounced that term, I had one of the major partners of that law firm said, Olivier, you just introduced a very interesting notion from legal perspective. Can you just explain a little bit what you mean by smart contract? So everybody realized those guys were just charging to learn. And so that's going more in the past. And then you also have the deadline and the delay from the regulator itself, which you didn't mention, and probably basically for any kind of request for non-prosecution letter or you can wait up to 3 months. So if McKinsey told you 3-4, they didn't count the delay from the FINMA to act as well. Thank you, merci beaucoup. D'autres? Ok, donc encore quelques questions. Une question pour Monsieur le conseiller Hermoudet. Vous avez parlé de UN SDGs 2030, vous avez parlé de la Genève internationale. J'aurais voulu savoir, et dans le contexte de ce qu'on fait aujourd'hui ici, de parler de la FinTech, est-ce que dans le positionnement du canton de la Genève internationale en matière de développement durable, est-ce que pour vous, l'innovation, la FinTech est une stratégie sur laquelle Genève veut aussi intégrer dans son engagement vis-à-vis des UN SDGs 2030? Merci. Réponse oui, mais il faut employer les bons termes. Pour moi, c'est vraiment un instrument, c'est pas une stratégie en tant que telle. Donc, développer des outils financiers qui libèrent, et j'ai bien aimé l'intervention de monsieur, au risque de le surprendre, je suis assez d'accord avec lui, des instruments financiers qui libèrent du capital, qui favorisent son affectation finale à des buts qui sont ceux du développement durable, oui, 100 fois oui. Et je pense qu'on a l'ingénierie pour le faire. Je pense qu'on a, je le dis ici comme je le pense,
des banquiers qui sont sincèrement, authentiquement intéressés à y parvenir, avec toujours cette petite appréhension, on l'avait vu dans le cadre du secret bancaire, où c'est toujours un peu dur de lâcher, mais on se rend bien compte que ça ne va pas tenir très longtemps, mais on a une logique qui fait qu'on tient aussi longtemps que possible. Et la finance durable, qui est l'autre thème que j'évoquais tout à l'heure, qui nous donnera une semaine, j'imagine, passionnante, dans laquelle les fintechs seront aussi au rendez-vous, qui est la première semaine d'octobre, avec Sustainable Finance Geneva, les Sustainable Finance, avec l'ONU, avec tous les partenaires de la finance durable, ici à Genève, va nous permettre de creuser cette perspective. Donc, je vous donne déjà rendez-vous durant la première ou deuxième semaine d'octobre, je ne sais plus, enfin début octobre de cette année. Est-ce qu'il y a encore peut-être un dernier tour de questions, peut-être? Bonsoir, je suis Renate Günther, je suis cofondatrice d'un jeune think tank, on s'appelle Geneva Macronats. Merci beaucoup pour vos présentations. Voilà, notre but c'est aussi de joindre le potentiel intellectuel à Genève pour aider au développement durable. Et on pense qu'il y a beaucoup de potentiel quand rive gauche et rive droite se parlent plus. Et Monsieur Moda, j'ai compris que vous avez parlé d'une nouvelle convention de Genève, parce qu'il y a beaucoup de players importants comme ITU ou WIPO à Genève. Est-ce que vous pouvez évaluer ça un peu plus encore? Parce que je comprends que si les pays membres ne sont pas d'accord, c'est quand même difficile d'avoir une telle convention, mais quelle est la démarche à présent? Alors, vous avez plusieurs démarches qui convergent, je l'espère, mais qui, cette question est très pertinente, trouve un momentum maintenant. Vous avez d'abord le panel qui a été créé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, sur les questions d'Internet, un panel dont est membre Doris Leuthard, notre ancienne ministre des infrastructures suisse. Ce panel a rendu ses premières conclusions hier à New York, et fera de même lundi prochain ici à Genève. C'est le début du travail, donc ce qui a été présenté, et j'ai moi-même pas encore pu prendre connaissance en détail, c'est l'esquisse des chantiers nécessaires pour arriver à ce cadrage, je dirais, de l'activité dans le cadre d'Internet, mais aussi l'utilisation des moyens numériques comme un levier de développement à terme. Donc ça, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la Geneva Internet Platform, c'est ce qu'on a initié aussi il y a 2 ans, et c'est ce panel de haut niveau qui rend public ses conclusions hier et lundi prochain. En parallèle à ça, et c'est là que votre question est très intéressante, il y a l'initiative privée, l'initiative de Brad Smith, mais au-delà de Brad Smith et de Microsoft, il y a évidemment les autres entités qui composent les GAFAM, mais plus largement les majors du numérique. La difficulté, là vous l'avez bien dit dans votre question, c'est de réunir les acteurs privés et les États. Et toute une série d'États, a fortiori les grands États, lesquels je vise, ne sont pas très partisans d'associer les acteurs privés à ces discussions. Et là on se heurte à une question politique, pour ne pas dire philosophique, qui est la question de la souveraineté. Finalement, où est-ce que s'exerce et comment s'exerce la souveraineté, qui est normalement l'apanage des États, dans le monde numérique? Moi, je pense qu'il nous faudra, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, je fais ici une analogie avec ce qu'on a connu dans la Deuxième Guerre mondiale, un Pearl Harbor numérique. C'est-à-dire une attaque que tout le monde pressent, que tout le monde attend, mais que personne, en tout cas dans les responsables politiques, ne veut voir ou assumer, pour avoir une prise de conscience du besoin des partenaires publics et privés pour mettre sur pied les règles nécessaires pour faire face à cette attaque massive. On a connu quelques exemples. Le dernier que j'ai en tête, mais ce n'est pas le plus récent, c'était WannaCry, qui était quand même un bel exemple de déstabilisation des hôpitaux anglais, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et là, je crains que, c'était dans votre question, le rapport entre public et privé soit encore une frontière difficile à franchir qui ne permette pas réellement d'avancer. Mais Genève devrait, de mon point de vue, jouer ce rôle de rapprocher les fronts. Et si Brad Smith lui-même, il avait étudié à Genève, et si Brad Smith lui-même évoque Genève comme la place de discussion pour ces enjeux, je pense que c'est vraiment un signe qu'il ne faut pas négliger. Merci. Nous allons prendre 2 questions environ pour conclure. Nous sommes vraiment très contents de cet engouement et toutes ces questions. On va vraiment continuer pendant des heures.
Mais voilà, on continue la discussion en coca à la main. On va dans le bar à côté si jamais. Hey, I'm Eric Bourdin from JP Morgan Swiss. Technology on blockchain since 2 years already, 2017. And we invited a couple of fintech to join us to present their solution inside our company so that we are prepared to the future, which is great. Now, I really like your visions with Geneva #1 blockchain. So I think we all agree that this is exactly our goal. Now, my concern is that when you see all these private banks which are still having the Swiss secrecy in mind, how do we connect all of them so that we can achieve our goals? So if that's through hackathon, if that's through breakfast, so how would we serve it? So what best can we do for you basically in the private sector? J'aurais presque envie d'inverser la question, qu'est-ce que le secteur public peut faire pour le secteur privé, mais donc on va se rencontrer. Alors je pense que vous représentez un établissement, je ne dis pas ça parce que vous avez posé la question, mais un établissement qui a bien conscience des enjeux. J'étais pour ma part au siège de JP Morgan en mai 2017, on a eu une présentation extrêmement impressionnante, et j'ai perçu JP Morgan comme un établissement qui s'intéressait à la question d'abord, au départ sur des questions de sécurité. On connaît les difficultés particulières qu'a traversées la banque, et donc c'est l'illustration de ce que je disais avant. Souvent ils font un moteur lié à la sécurité des données. Il faut vivre une expérience très déstabilisante et très coûteuse pour l'établissement bancaire en question pour se mobiliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Alors les banques en général, et là je pense que les banques étrangères présentes à Genève, qui sont nombreuses, vous en présentez une, mais depuis plus de 50 ans à Genève, donc vraiment une tradition, c'est pas récent, elles peuvent nous aider à travailler sur l'aspect formation. Moi je crois vraiment à la capacité de surmonter la barrière publique-privée sur les questions de formation et notamment de formation continue. Mon rêve, ce serait d'avoir un campus ici qui développe un campus sur la blockchain, qui développe les expérimentations et qui montre que finalement une de ces frontières artificielles qu'on arrive à dépasser avec le numérique, la frontière publique-privée, ce qui ne veut pas dire que chacun n'a pas son rôle particulier. L'État reste l'État avec son rôle régalien, les entreprises privées ont aussi leur capacité. Tu parlais de la bulle Internet à juste titre. La bulle Internet, il y a 25, ou c'est Arnaud qui en parlait aussi il y a 25-30 ans, s'il n'y avait pas eu les privés à un moment pour dire ok on y va, l'État est trop lent et on n'aurait pas réussi à relever le camp. Donc s'il fallait aujourd'hui mobiliser sur un projet, et je le dis d'autant plus volontiers que ce projet il existe en tout cas dans la tête de certaines personnes dans cette salle, ce serait un projet lié à la formation au campus et de mettre ensemble les moyens pour élever notre niveau de capacité et de connaissance dans ces domaines. Peut-être avec une innovation supplémentaire qui serait l'application du CERN, qui est une organisation internationale qu'on oublie souvent, mais qui est extrêmement importante et qui va jouer, à mon avis, un rôle moteur dans la compréhension des réseaux. Et pour le petit joke, l'année passée, il y a eu une période à la fin de l'année où j'avais plus d'activités dans le domaine de la formation, en particulier à l'interne dans les banques, que de mandats juridiques particuliers et d'analyse. Donc, peut-être parce que j'adore ça et que je suis passionné, mais j'entends Pierre sur le politique. Et c'est un constat que la blockchain task force a d'ailleurs rendu, je l'ai dit tout à l'heure à Johan Schneiderman, on a un problème de communication, un problème de formation. Mais il n'y a pas de volonté parce que peut-être aussi ça ne change pas encore vraiment la vie des gens. Donc quelqu'un doit avoir le courage. Alors, on peut en discuter tout à l'heure, là, et un grand groupe international qui utiliserait la supply chain dans la blockchain et qui répartirait le bénéfice lié à l'efficience gagnée en termes de coût sur le produit. Alors là, les gens se diraient, ah, mais c'est... Où il y aura un message qui dit c'est grâce à la blockchain qu'on baisse les coûts et puis on vous fait répercuter les coûts aux consommateurs. D'ailleurs, une prise de conscience énorme. Ça peut peut-être venir encore à la fin d'année 2019. Okay. Excellent, merci beaucoup. Alors là, la dernière question, sans aucune pression évidemment, c'est très facile de conclure. Last question, anyone? Really, it's not pressure at all. Sinon, ça sera le mot de la fin. Voilà, encore une. Bon, ce sera la troisième fois, mais on est gentils ce soir. Ok, c'est vraiment la dernière. Hein? I would just like to follow up with the previous thing talking about. There's initiative of a breakfast organized by the company. And not only the breakfast, they have like a whole list of these things. I'm not sure if this thing, I'm pretty sure that this initiative doesn't exist in Geneva. So
maybe like some action point thing to like would it be possible to organize those things by the state or with the help of the state? Very good action-oriented last question. So yeah, well, actually, Gabriel and I are talking about these sort of things. As I was saying, the association, especially in Geneva, has been restructuring in the last year. We used to do a monthly event, usually at Fongy. But yeah, we do breakfasts, we do lunches, we do hackathons. We did the first, actually, crypto hackathon in Switzerland quite a few years ago. I can tell you more about it if you want to double check. But yeah, we'd be happy to do that. I think with all of this, things don't appear out of nowhere. You need to have really strong actors in the ecosystem, and you need to get around them and help to support them to make things happen. So if there are people here in Geneva who think that there is a need for that, and there's a couple of people who could help us make that happen, that's what we're here to help bring together. So great to hear that there's demand. Merci pour votre question. Elle va me permettre de quand même faire un rebond sur ma formation d'officier. Moi, je suis d'accord pour les petits déjeuners et j'en fais souvent, mais alors c'est très tôt avec moi. Mais ok, je suis partant pour l'expérience. Jogging de 86. Excellent. Je vous fais un revoir formel. Nous nous voyons juste à la presse au bar du Calamar à côté. Merci beaucoup pour être venu, votre présence. Thank you very much.